Alors, une petite remarque que j'aurais pu faire et qui est très utile lorsqu'on veut vérifier simplement des cohérences, des écritures d'équations pour passer à la limite sur l'espace de Proba ou dans L2, enfin pour les variables aléatoires. C'est à propos des polynômes. Donc une remarque sur les polynômes. Donc un monôme d'ordre k, de coefficient phi k de x1, xk, c'est ça. Donc c'est cette fonction de m, donc c'est mk, m de grand M de m, avec un ordre et un coefficient. Alors, l'interprétation ou l'écriture dans un espace de Proba est un peu embêtante parce que de quoi s'agit-il? À partir du moment où il y a un produit comme ceci, on sent qu'il s'agit de prendre k copies indépendantes de loi m, et c'est un peu délicat à écrire lorsqu'on veut faire des perturbations. Ensuite, la perturbation, il faut faire des tas de copies indépendantes. Donc, une remarque absolument triviale qui simplifie beaucoup les choses, c'est de dire, surtout si on s'intéresse à des équations linéaires, c'est qu'une fonction, on peut toujours l'approcher par une somme avec un certain nombre de coefficients de produits. Donc, c'est-à-dire de produit de i égale 1 à k de, ça fait beaucoup, j, psi j de xi. De sorte que, fondamentalement, on voit que, en tout cas pour des équations linéaires, mais même de manière beaucoup plus globale, fondamentalement, on voit qu'il s'agit de comprendre des monômes particuliers qui sont donnés par le produit de i égale 1 à k de psi de xi, m de xi. Et là, la structure est alors totalement claire en termes de variables aléatoires, puisqu'il s'agit simplement d'écrire le produit de i égale 1 à k de l'espérance de psi de x. Et là, vous voyez que simplement, c'est des opérations avec des fonctions très très simples. Cette remarque rend les calculs beaucoup plus simples. En particulier dans le cas k égale à 2, vous voyez que, bien entendu, lorsque vous avez une fonction symétrique de deux variables régulières, donc en particulier sa diagonale est intégrable, si on est sur un compact, vous pouvez toujours, si vous pensez que c'est le noyau d'un opérateur de trace finie, puisque l'intégrale de phi de xx, c'est la trace de cet opérateur, eh bien vous pouvez toujours la représenter comme étant la somme de i égale 1, éventuellement jusqu'à l'infini, de lambda i, donc je vais mettre lambda i, phi de x, phi de y, où les phi sont orthonormées dans L2. Orthonormées dans L2, et la somme des lambda i est finie. Bon, ça, c'est ce qui veut dire que, en fait, le prototype modulo des combinaisons linéaires, c'est un e de phi de x au carré, en termes de fonction sur L2. Bon, ça c'est une remarque triviale, mais que je voulais faire. Alors la première chose que je veux faire ce matin, c'est revenir un tout petit peu, et je sais ce que j'avais laissé ça en suspens. Souvenez-vous, on essayait de comprendre pourquoi quelque chose comme U0 de m de t, où m de t vérifie l'équation de la chaleur, dm sur dt égale Laplacien m. On s'était rendu compte qu'on pouvait écrire l'équation satisfaite par U de m et de t, égale U de x et de t, avec loi de x égale m. On pouvait, ou U de m et de t, on pouvait vouloir écrire ceci comme du sur dt plus du sur dm appliqué à moins Laplacien m, égal à 0, le transport par l'équation de la chaleur.
On pouvait également écrire ça, du sur dt, plus l'espérance de gradient u de x, variable aléatoire, la différentielle de u, le gradient de u au point x, fois le gradient du log de la loi de x, chaque fois que ceci a un sens, bien entendu. Et je vous avais signalé que l'on pouvait enfin encore écrire, alors comme j'ai mis des browniens et que je veux être un peu cohérent, il faut que je mette des 1,5 un peu partout. Et on pouvait aussi écrire cela comme étant un du sur dt plus, au sens de moins, u seconde de x appliqué à deux formes quadratiques, avec un 1,5 d'ailleurs, appliqué à une gaussienne, où G est une gaussienne normalisée indépendante de x. Donc ça, c'est une écriture au point x. Et vous choisissez une gaussienne. Alors, il y avait un paradoxe, c'est si encore ceci ressemble à une équation du deuxième ordre, ceci ressemble à des équations du premier ordre, et comme a priori c'était la limite de l'équation de la chaleur dans Rd puissance n, avec un Laplacien complet dans Rd puissance n, c'est quand même un peu bizarre, avec toujours un 1,5, c'est quand même un peu bizarre de se dire une équation du deuxième ordre devient une équation du premier ordre, entre guillemets. Premier ordre singulière, dans des directions non bornées. Alors, ça, il va falloir s'y arrêter un tout petit peu. Déjà, à quoi reconnaît-on un opérateur qui fonctionne comme une dérivée du premier ordre? Eh bien, on repère ça par, fondamentalement, c'est une caractérisation d'un opérateur dérivé. C'est la règle de dérivation des fonctions composées. Ça caractérise. Et si c'est une opération linéaire, ce qui est évidemment le cas, c'est fondamentalement de dire qu'un opérateur qui, appliqué au carré d'une fonction, donne 2 fois la fonction fois l'opérateur appliqué à la fonction, c'est un opérateur de dérivation. Parce que si on a le carré, on a les produits. Si on a les produits, on a tous les polynômes, on a toutes les fonctions. On a la règle des dérivations par les fonctions composées. Bon. Alors, quand je prends cette équation-là, et si je me dis, je prends une fonction de R dans R, et je regarde bêta de un, ça ne vérifie pas l'équation de la chaleur. C'est un opérateur du deuxième ordre. Mais regardons d'un peu plus près. d sur dt de bêta de un moins 1,5 de Laplacien en x de bêta de un. Ça ne vérifie pas l'équation de la chaleur, parce que quand vous prenez les dérivées secondes qui sont dans le Laplacien, eh bien, lorsque vous dérivez une fois bêta et 2 fois un, c'est bon, c'est bien l'équation. Donc c'est bêta prime de un fois dun sur dt moins 1,5 de Laplacien en x de un. Et ça vaut 0. Et vous récupérez un terme supplémentaire qui est le fait que vous dérivez 2 fois bêta. Et ce que vous récupérez donc, c'est moins bêta seconde de un sur 2, moins bêta seconde de un sur 2 fois fois quoi? Bien, fois le gradient de un au carré. Bon, alors ça marche pas. En revanche, ici, si vous changez u par bêta de u, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui se passe, c'est que ce terme en gradient un carré tend vers 0. Ce terme en gradient carré, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Parce que, rappelez-vous, pour les équations d'Hamilton-Jacobi, il faut mettre un n devant pour récupérer l'équation de Hamilton-Jacobi sur l'espace des probas. Parce que chacun des gradients, vous pensez que ce sont des fonctions de mesure empirique. Fonction de mesure empirique, c'est u de 1 sur n d'une somme de delta xi. Donc quand vous dérivez par rapport à xi, fondamentalement, vous avez un 1 sur n dans la dérivée. Chacune des dérivées, on s'attend à ce qu'elle soit d'ordre 1 sur n.
Et si chacune des dérivées est d'ordre 1 sur n, ça vous fait du 1 sur n2, vous en sommez, il y en a n termes comme ça, il vous reste du 1 sur n. Donc fondamentalement, ça c'est d'ordre 1 sur n. Donc voilà pourquoi, quand n tend vers l'infini, un opérateur qui fonctionne comme une dérivée seconde peut très bien devenir un opérateur qui fonctionne comme une dérivée première. Mais ce n'est pas vraiment une dérivée première, c'est une dérivée première dans une direction non bornée. Alors essayons de comprendre un petit peu mieux la structure de cet opérateur, ça aidera beaucoup à faire des démonstrations. Mais la première chose que vous voyez, c'est que quand vous avez comme ceci U0 de m de t, donc vous prenez m, vous le déformez par un m de t, et c'est la condition initiale. Donc ce que vous avez là, c'est quelque chose qui est en fait un mouvement sur les lignes de niveau de U. D'accord ? Parce que fondamentalement, de changer U0 en bêta de U0, ça conserve les mêmes lignes de niveau, et c'est la seule chose que vous faites. Donc, dès que vous voyez ça, vous attendez à ce que ça soit réellement un mouvement, entre guillemets, des lignes de niveau. Ligne, c'est des surfaces en dimension infinie, dans L2, des lignes de niveau de U0. Ça a un nom dans les opérateurs du second ordre, ce sont des opérateurs dits géométriques. Parce qu'ils n'agissent que sur la ligne de niveau. Alors ça, c'est un opérateur donc géométrique en dimension infinie. Et il est d'ordre 2, et on va le voir comme ceci. Ou d'ordre 1 singulier. Donc ça, il y a quand même une structure piquante. Alors, en dimension finie, qu'est-ce que c'est un opérateur géométrique ? C'est un opérateur, le prototype, on va le faire en dimension 2 parce que là c'est beaucoup plus simple. Un opérateur du second ordre, j'aurais dû dire géométrique du deuxième ordre, c'est un opérateur, si j'ai une ligne de niveau, dire qu'on va voir juste un mouvement de ligne de niveau, ça va vouloir dire que la diffusion dans la direction normale est inhibée. On ne peut pas diffuser. Parce que si on diffusait dans la direction normale, on mélangerait les valeurs. Là, il y a une autre ligne de niveau, là, il y a une autre ligne de niveau. Donc si on diffusait dans la direction normale, on serait en train de mélanger des valeurs. Ça, on n'y a pas droit parce que c'est un mouvement de ligne de niveau. Donc ça veut dire que la diffusion se fait sur la ligne en dimension 2 d'isovaleur, en dimension 3 sur la surface d'isovaleur, et sur l'hypersurface d'isovaleur de manière générale. Bon, et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que fondamentalement, vous êtes en train de regarder la matrice hessienne, l'opérateur hessien, mais de cet opérateur hessien, vous lui enlevez la partie le long de la normale, c'est-à-dire dans la direction du gradient, c'est-à-dire que vous êtes en train de projeter à gauche et à droite cet opérateur hessien par par la projection sur l'orthogonale au gradient. Donc voilà le hessien restreint, entre guillemets, à l'hypersurface de valeurs constantes. Et donc toutes les opérations linéaires ou non linéaires que vous construisez à partir de cet hessien vous donnent des opérateurs géométriques du deuxième ordre. À titre d'exemple, prenons la trace de ce bazar-là.
eh bien la trace de ce bazar-là, comme c'est un opérateur géométrique, trace de AB, c'est trace de BA, comme ça c'est une projection, qu'on le mette une fois ou deux fois, c'est la même chose. Eh bien, ce que vous récupérez, donc si vous prenez la trace, à titre d'exemple, vous récupérez l'opérateur laplacien U moins la matrice hessienne agissant comme forme quadratique, agissant dans la direction du gradient normalisé, donc le gradient normalisé. Et ça, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est l'opérateur de courbure moyenne. Parce que ce que vous avez là, c'est essentiellement n-1 courbure de l'hypersurface et un zéro, parce que vous avez projeté sur, en tout cas lorsque le gradient est non nul. Et donc si vous prenez la trace, vous prenez la somme des courbures, c'est la courbure moyenne. Donc ça c'est le prototype, il y a beaucoup d'études là-dessus. Alors, donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la limite des équations de la chaleur, comme ça, quand n tend vers l'infini, c'est un opérateur géométrique de deuxième ordre en dimension infinie. Quand même assez rigolo. Mais quand on voit ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça ressemble vraiment à un opérateur du second ordre. Alors, essayons de comprendre. Là, on voit que c'est des opérateurs du premier ordre. Mais là, on a bien écrit une diffusion dans une gaussienne, mais c'est une gaussienne qui est indépendante de x. Indépendante de x et gradient u de x, rappelez-vous, parce que u ne dépend que de la loi, gradient u de x, il est fx mesurable. Donc si g est indépendante de x, ça veut dire que g est indépendante de gradient u de x. Et comme g est une variable aléatoire centrée, c'est donc orthogonal au gradient u de x. Ça n'explique pas tout, mais ça commence à devenir un peu plus cohérent. Alors, testons la règle de changement de variable sur ce dernier point. Après, on peut écrire ça justement en réfléchissant à ces opérateurs, mais vous voyez que c'est un peu lourd à écrire en termes de notation. C'est pour ça que je préfère garder cette notation abrégée. Même si elle est un peu délicate à manipuler, parce que je choisis une gaussienne. D'ailleurs, on a vu que c'était indépendant du choix de la gaussienne qui est elle-même indépendante de x. Ça, c'est la première observation. Donc là, il y a beaucoup de structures liées au fait que le U ne dépend que de la loi. Donc c'est une gaussienne, il y a le choix de cette gaussienne, et c'est une écriture qui est ponctuelle, parce que même si vous prenez un voisinage de x, vous ne pouvez pas choisir la même gaussienne pour tout le voisinage. Parce que dès que vous prenez une boule, ça voudrait dire que vous savez trouver un vecteur qui est orthogonal à toute une boule. Ben ça ne marche pas. Donc, attention à cette écriture. Si on veut une écriture qui soit intrinsèque, sans comme ceci choisir de point en point une gaussienne, on peut le faire, mais alors ça donne une formule un peu monstrueuse. Alors, comprenons pourquoi c'est effectivement la règle de dérivation, c'est de dérivation des fonctions composées, marche bien pour l'opérateur u seconde de x, g, g. Bien, en calculons bêta de u seconde. En termes d'opérateur bilinéaire symétrique, c'est bêta prime de u, ça c'est un scalaire que multiplie l'opérateur u seconde. U seconde ou D2U. OK, plus bêta seconde de U, à nouveau un scalaire, fois le vecteur gradient U, tenseur gradient U. Et lorsque j'applique, je prends la forme quadratique sur GG, sur le couple G. Enfin, j'applique la forme quadratique à G.
les formes quadratiques correspondantes à G, pardon. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Le terme supplémentaire, je suis en train de rajouter le produit scalaire de gradient U et de G, ce qui, dans L2 de oméga, devient simplement le gradient U de X fois G. Et ça, je vous l'ai indiqué il y a un instant, ça vaut 0, grâce à l'indépendance et au caractère centré de la gaussienne. Donc on voit bien que effectivement, cet opérateur-là tue le terme supplémentaire. Donc, effectivement, ceci opère comme un opérateur de dérivation. Mais il est très singulier et, de par le fait que ça ne dépend que de la loi, on a la possibilité de le voir comme un opérateur premier ordre singulier, comme un opérateur deuxième ordre géométrique. Ça, c'est des bizarreries, entre guillemets, qui ne peuvent apparaître évidemment qu'en dimension infinie. En dimension finie, ça, il y a... il n'y a pas de telle ambiguïté, entre guillemets. Bon, on pourrait faire les calculs, non, mais les calculs avec les polynômes comme ça, je les ferai dans un petit instant. Bon, alors on comprend un tout petit peu mieux la structure de ces équations. Je vous ai indiqué comment il était possible de faire des démonstrations d'unicité pour un pur Laplacien, mais ça ne marchait plus si on changeait ça à un opérateur un peu plus compliqué et en particulier non linéaire. Pas sur le M, mais sur les équations de départ sur les UN, comment les techniques qui sont basées sur le fait que le flot de la chaleur diminue les distances de Wasserstein, ça c'est une manière, on peut s'en servir à contrario pour démontrer l'unicité des solutions de viscosité de ces équations-là. Mais cela va marcher si on a effectivement une équation pour laquelle les distances de Wasserstein diminuent. Or, ça, c'est un cas peu fréquent. Donc, ce n'est pas un hasard, mais c'est un cas qui ne marche pas toujours, en particulier dès qu'on met des opérateurs du deuxième ordre plus compliqués. Alors, bon, peut-être en changeant de métrique, en faisant tout un bazar, on pourrait s'en tirer, mais de toute façon, ça ne passera pas au non linéaire. Donc, on oublie. Alors, que dire d'autre là-dessus ? Bien, il reste à comprendre pourquoi on peut parler d'unicité. Alors, je vais un peu tricher, je vais m'abriter derrière des résultats qui existent depuis longtemps sur des équations du second ordre dans les espaces de Hilbert. Donc, j'avais montré il y a très longtemps, donc il y a une série d'articles sur les équations du deuxième ordre dans des Hilbert. Et ceci avait été un peu amélioré, précisé par Anders Zwiek. Fondamentalement, ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour démontrer l'unicité, tout ce qui est existence, unicité, stabilité des solutions de viscosité, c'est que la partie de diffusion soit une partie qui soit, si elle était de dimension infinie, c'était vraiment en essence de trace finie. Grosso modo, OK, si diffusion en dimension finie. Et limite de ceci, donc c'est évidemment des opérateurs à traces bornées. Si vous pensez en termes d'opération linéaire du second ordre en dimension infinie, vous avez une trace de A fois D2U, A est un opérateur auto-adjoint, et ce que vous voulez, qui est positif ou nul, ce que vous voulez, c'est que la trace de A soit finie. Après, il peut dépendre de X, ça peut être plus de X, du gradient, ça c'est pas un problème. Mais il faut bien contrôler
le caractère dimension infinie de la diffusion. Il n'y a pas de Laplacien à proprement parler, donc ce sont des hypothèses naturelles. Et c'est ça qui permet de faire marcher les démonstrations de solutions de viscosité qui, pour le second ordre, à un moment donné, nécessitent des lemmes de maximisation sur des ensembles de mesures positives et donc utilisent un peu de théorie de la mesure. Et donc, si on ne passe pas par de la dimension finie, on n'a pas de théorie de la mesure. Et donc, on voit bien qu'il y a un obstacle majeur. Donc, ça permet de contourner la difficulté de la dimension infinie et de se servir, grosso modo, en dimension finie, de la théorie de la mesure. Bon. Alors, j'ai absolument pas le temps, ça nécessiterait un cours entier sur les solutions de viscosité du deuxième ordre, et ça, ce sont des vieilles choses. Et là, vous voyez qu'on est dans une situation qui est très simple. Si vous pensez que l'espace de base est unidimensionnel, la diffusion que vous avez ici, elle est unidimensionnelle. Tout bêtement. Donc ici, c'est la diffusion 1D. Bon, en tout cas, de dimension finie, si on est dans RD. En fait, elle est de dimension, l'espace de base. Donc 1D, diffusion, exactement, de dimension D, c'est-à-dire l'espace de base. Bon, ben, c'est ça qui fait que ce genre de techniques et de résultats peuvent être directement appliqués. Donc je n'en dis pas plus, si ce n'est probablement pour expliquer un tout petit peu le principe de démonstration. Parce que ça, on pourra tout de suite comprendre pourquoi ce principe de démonstration va s'étendre à des opérateurs plus compliqués. Donc le principe de démonstration, c'est comme toujours de regarder U de x et de t, moins V de y et de t, et de se dire que ça, c'est solution au sens des solutions de viscosité. Donc ça, je vais l'appeler W. Ah, W, c'est pas terrible. Je vais appeler Z de X, Y, T. Vérifiant dz sur dt moins 1 demi de z seconde, je vais ici écrire comme ça, d2xz en GG moins 1 demi de d2yz de GG. Cela consiste à réécrire en x et en y l'équation et à soustraire. Alors, j'ai pris le même G là. Oui, parce que j'ai un x et un y, et il suffit que je prenne un G indépendant de x, y. Ah ben non. C'est une équation linéaire. Hein. Alors, les démonstrations de solutions de viscosité usuelles, si on garde cette équation-là, s'effondrent. Elle s'effondre parce qu'elle consiste à dire, je voudrais écrire que la norme de x moins y au carré sur 2 epsilon, par exemple, fois une constante. Dans le cas du premier ordre, on disait c'est une solution, ça, la dérivée première, moins la dérivée en x et moins la dérivée en y.
Mais le problème, c'est que la dérivée seconde en x est égale à la dérivée seconde en y, donc les choses s'ajoutent au lieu de se retrancher. Donc ça ne marche pas du tout. Et l'observation qui était implicite, enfin bon, bref, Jensen, Ishii, enfin, on a tous petit à petit décanté ce qui se passait là-dedans, consiste à observer que je peux compléter cette équation si j'en ai envie. Donc là, il y a deux remarques. Je veux prendre un g qui est indépendant de x et de y. Et deuxièmement, ce que je peux rajouter, c'est comme c'est une fonction à variable séparée, formellement, si rien ne m'empêche de dire je vais prendre la dérivée seconde mixte croisée en x, y de z et la prendre dans g et l'appliquer à g. Bah oui, parce que comme c'est une somme de fonctions en x plus une fonction en y, si je dérive par rapport à x, y, ça vaut 0. Ça paraît très naturel. Si on avait des solutions régulières, il n'y a rien à démontrer. Mais on a des solutions de viscosité, et en fait, la démonstration n'est pas si simple que ça, et nécessite la théorie de la mesure, le lemme d'Alexandrov, Pucci-Bellman, Backelmann, etc., etc. Donc ça nécessite des choses un peu lourdes mathématiquement. Mais en tout cas, intuitivement, ça paraît raisonnable. Personne ne sait faire, y compris en dimension finie, pour un Laplacien, personne ne sait faire une démonstration qui ne se serve pas de la théorie de la mesure. Parce qu'on n'a pas des objets réguliers. Et qu'on n'a que des choses en des points de maxima, donc il faut générer suffisamment de points de maxima. Et bon, les choses se compliquent assez rapidement. Mais en tout cas, formellement, ceci paraît relativement clair. Et lorsqu'on a complété le carré, oh ben là, il n'y a plus de souci à se faire, parce que si je regarde à nouveau la fonction x moins y au carré en norme, vous voyez que la dérivée seconde qui est ici, en g, ben ça fait l'espérance de g carré, ça fait 1. Donc je récupère, pour le premier terme, je récupère donc d2, je vais écrire ça, d2x, si j'appelle ça phi, d2x phi en g, ça fait l'espérance de g carré, avec un 2, allez. Parce que je dérive deux fois en x, c'est l'opérateur identité. L'opérateur identité appliqué à GG, bien c'est E de G carré. Alors si on est en dimension D, c'est 2D. Si je regarde D2Y, bien entendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, appliqué en GG, bah, j'ai la même chose, j'ai 2D. Et lorsque je prends maintenant la dérivée mixte, D2XY phi de G, eh bien, cela correspond à précisément prendre dérivé en x, je trouve x moins y, le gradient c'est x moins y, je dérive en y, je trouve moins l'identité. Et donc là, je trouve moins 2D. Et donc vous voyez 1 demi de 2D plus 1 demi de 2D moins 2D, ça fait 0. Et donc, pour phi, tout cet opérateur, ça vaut 0. Et donc on est comme dans le cas du premier ordre, on a récupéré une fonction qui va nous permettre de démontrer l'unicité qui annule l'opérateur complété. Donc pour des équations du deuxième ordre, de se servir de x moins y carré marche directement, ça annule les gradients ou les fonctions de gradient en x moins la fonction en moins gradient y. Pour des opérateurs du deuxième ordre, ça va marcher si on complète, si on rajoute cette observation que l'on a plus d'espace en termes d'équation parce qu'a priori, on n'a pas de dérivée croisée. Alors, une autre manière de voir ça, et
c'est de comprendre ce que l'on est en train de trafiquer lorsqu'on fait ceci. Donc ça, je vais effacer. Là, il s'agit de comprendre à peu près comment ça marche. Je ne peux absolument pas me lancer dans les détails, dans des démonstrations complètes. Une autre manière de comprendre comment ceci marche, c'est de se dire, au fond, cet opérateur, c'est la limite quand t tend vers 0 de u de x plus racine de t fois g moins u de x sur t. Donc l'opérateur complété, l'opérateur doublé, c'est la limite quand t tend vers 0 plus de cet objet-là. Ça, c'est pour mon u. Si j'écris z maintenant, et je lui rajoute la limite quand t tend vers 0 plus de z de x, y plus racine de tg moins z de xy sur t. Donc j'ai un demi de ça. Et il y a un signe moins devant. Bon, et l'opérateur complété, donc là on voit bien que si j'injecte x moins y carré, je vais récupérer t fois g2 divisé par t, ça me fait le 1. Ici je vais récupérer à nouveau le t fois g2. Et l'opérateur complété, ça correspond à faire quoi? Ça correspond en fait à dire, je peux réécrire ça parce que c'est un variable séparé, comme étant moins 1,5 de la limite quand t tend vers 0 plus de z de x plus racine de t fois g et y plus racine de t fois g moins z de xy sur t. Ça n'a rien d'évident a priori. En revanche, comme si vous prenez comme fonction z x moins y au carré, vous avez rajouté la même chose, vous voyez tout de suite pourquoi c'est 0. Donc vous voyez comment, en termes d'opérateur de saut, parce qu'il s'agit de sauter de x à x plus racine de tg, la somme des deux opérateurs et l'opérateur complété, c'est pas la même chose. Mais parce que c'est un variable séparé et parce que c'est la limite, on n'a absolument pas de difficulté à comprendre au moins formellement, pourquoi on peut compléter l'opérateur du dérivé seconde. Bien. Est-ce que j'ai quelque chose de dire de plus là-dessus? Non, je crois que ça suffira pour ceci. Alors maintenant, les objections que je faisais aux démonstrations basées sur la distance de Wasserstein, en disant ça marche que pour le Laplacien, quid d'opérateurs à coefficient non constant, quid d'équations non linéaires. Ben, on va tester maintenant le fait que si on écrit les équations comme ceci sur L2, est-ce que oui ou non, on peut résoudre tous ces autres problèmes? Et au passage, comment on écrit les équations pour ces extensions. Donc, deuxième étape, enfin deuxième ou 18e étape, je n'en sais rien. On va passer maintenant aux extensions du Laplacien, mais du Laplacien en dimension finie. Alors, extension
Alors, on va commencer par le cadre linéaire. Alors, dans le cadre linéaire, j'écris l'équation en dimension finie. Puis tout ceci, c'est des choses dont je vous avais parlé déjà l'an dernier pour vous expliquer pourquoi on devait s'attendre à... C'était pour faire des systèmes de diffusion en interaction et comprendre pourquoi on pouvait analyser les limites par ce formalisme. Eh bien, je vais prendre a priori une somme de i égale 1 à n, mais au lieu de mettre le Laplacien en xi, ce qui veut dire le Laplacien total, je vais mettre dans la variable xi des opérateurs, donc ai un ici, égale à 0. Alors, je le prends du deuxième ordre parce que le premier ordre, on l'a déjà traité. Et que, évidemment, on peut rajouter les termes du premier ordre. Les solutions de viscosité, c'est compatible. Ce qu'on a fait du premier ordre, si je le rajoute à ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, la remarque 0, c'est que c'est compatible avec le premier ordre. C'est-à-dire, on peut toujours rajouter des Hamiltoniens plus Hamiltoniens du premier ordre dans l'équation. Parce que c'est la même démonstration. On prend la technique de viscosité en x, y, on double et on se sert de x moins y au carré. Ça marche pour le deuxième ordre grâce à la complétion de l'équation, et ça marche pour le premier ordre, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Ben voilà, donc ça marche pour la somme. Donc les opérateurs linéaires en question, je vais effectivement les prendre du second ordre pur, puisque la même remarque s'appliquera, on peut rajouter des choses du premier ordre. Donc je vais ici introduire un opérateur qui va donc maintenant agir sur une somme sur K et L. Variant de 1 à D, de A KL, de XI et de 1 sur N moins 1, somme de J différent de I, de delta XJ. Et ça sera la dérivée seconde. Alors, c'est xi, delta xj, ça c'est correct. Et ça sera la dérivée seconde, oui. Par rapport, je prends donc le im bloc de coordonnées et je prends les coordonnées KL de ce im bloc de coordonnées. Donc ça, c'est un opérateur qui agit que sur le im bloc de coordonnées, comme le Laplacien en xi. Mais au lieu simplement de prendre la trace des dérivées secondes sur ce bloc de variables, je prends les dérivées par rapport à ce bloc de variables et je leur mets une combinaison linéaire plus compliquée avec des coefficients. Alors, que dire de plus là-dessus? Les hypothèses mathématiques précises, c'est que la matrice A va être écrite sous la forme de 1,5 de sigma transposé, où sigma est une autre matrice qui peut être rectangulaire, qui évidemment a la même dépendance. Sigma est donc une fonction qui est définie sur RD, croît les probabilités de RD, et que je vais supposer lipschitzienne pour la métrique euclidienne, croît la distance de mon Schnorr-Torres de Wasserstein. Du point de vue probabiliste, de quoi s'agit-il? Il s'agit de regarder des processus de diffusion en interaction dans lesquels vous avez précisément un sigma de xit à 1 sur n-1 somme de j différent de i de delta xjt fois dwi ito où les wi sont indépendants. Donc vous avez des processus de diffusion guidés par
des browniens indépendants, et vous avez des coefficients qui préservent le caractère indistinguable de ces particules stochastiques. Comme on l'a déjà appris, cela veut dire une fonction de xi et des autres coordonnées, mais par rapport aux autres coordonnées, la fonction est symétrique. Et je la réécris directement comme une fonction de la mesure empirique. Donc ça, c'est le processus, c'est en termes de martingale, markovienne, processus de diffusion sans drift, c'est le cadre le plus général que l'on puisse mettre en termes d'interaction qui préserve l'indistinguabilité des particules. Donc on pourrait rajouter des termes du premier ordre. Et donc ces choses-là ont été étudiées du point de vue probabiliste, y compris du premier ordre. Est-ce qu'on sait que le M de T qui limite, la loi limite est gouvernée par des copies indépendantes de la loi de M de T, pour simplifier, si initialement les particules sont indépendantes les unes des autres, et que ce M de T, au lieu de résoudre l'équation de la chaleur, résout une équation non linéaire qu'on appelle de Vlasov-Makin, dans des cas comme ça. Donc, une fois qu'on a bien compris cette machinerie, eh bien, là où il y a des démonstrations probabilistes assez complexes, on va voir ça de manière totalement transparente. Alors, formellement, on sait comment les choses opèrent. Formellement, on s'attend à ce que la limite soit un U de M de T, soit U0 de M de T, un U de M de T. Avec dm sur dt, ça je vous l'avais expliqué l'an dernier, hein, donc je ne vais pas le reprendre, ça c'était une analyse formelle, avec dm sur dt, et qui est vrai pour des polynômes, avec dm sur dt égale, alors l'équation qui apparaît c'est d2kl, hein, c'est pour bien montrer que c'est un opérateur sur l'espace de base, d2kl. Ici, ce que vous avez, c'est akl de x, de m, de tout fois m. Bien entendu, hein, vous le savez, 1 sur n-1, somme de delta xj, ça devient m. Donc c'est comme si vous aviez ak de xi et de m. Et donc, c'est dire, vous remplacez le Laplacien M par l'opérateur correspondant, l'opérateur adjoint, puisqu'on est sur les mesures, l'opérateur adjoint qui est AKL de X et de M. Il est là. Donc, formellement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué de comprendre ça. Bon. Alors, et c'est ça l'équation dans le cadre, si vous aviez un opérateur du premier ordre, vous aurez un terme de type Vlasov qui apparaîtrait en plus ici. Et ça, c'est la partie mise en lumière par Makin. Bon. Alors, quel est l'analogue de ceci? Pour l'analogue de cela, c'est clair. Bien, on va remplacer le Laplacien M par l'opérateur qui est là. Okay. Ceci, c'est une expression un peu plus compliquée qui correspond à une divergence de A fois M divisé par M. Donc, il y a une divergence de A et puis il y a une divergence de A log M. Donc, on a une expression un peu du même type, un peu plus compliquée, tout simplement. Mais de toute façon, les techniques d'unicité basées sur les distances de Wasserstein s'effondrent.
Et donc, on a comme seul recours de comprendre l'analogue de cette équation. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on écrit U de M de T, formellement. M de T pour T petit, puisque je veux comprendre l'équation, eh bien je dois comprendre le dm sur dt. Mais pour T petit, à quoi ressemble M de T? Eh bien, je peux essayer de dire, de dénon-linéariser cet opérateur en disant, oh ben ça, c'est quand même pas très différent de M0 plus T fois pardonnez-moi. Je peux essayer de dire que mon opérateur qui est là, dkl de akl de xm m, pour t petit, il est certainement assez proche de cet opérateur linéaire. Pour t petit. Et alors quand je dis petit, non seulement il est proche, mais c'est une approximation d'ordre 1 de la dérivée. Donc c'est formellement une approximation d'ordre 2 de m. Donc en termes de développement limité au premier ordre, et c'est cela qui me préoccupe, j'ai le même développement limité. C'est-à-dire que c'est l'équation de transport des mesures pour une évolution stochastique dans laquelle je suis en train d'écrire dx égale sigma de x et de m0 de x. L'interprétation stochastique de ceci, c'est cela. Quand j'avais un brownien pur, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, on est en train de regarder U de x de t lorsqu'on passe au point de vue des variables aléatoires, en prenant un brownien indépendant de grand X. Et lorsque sigma était constant, ce qu'on disait, c'est que c'était en loi, c'était la même chose qu'un x plus racine de tg, d'où la formule qui est là-bas. Que puis-je dire ici? Eh bien, ce que je peux dire maintenant, c'est que x de t en loi va être semblable à un ordre suffisant de régularité, à ma condition initiale, ma variable aléatoire, et ce que je vais avoir ici, c'est racine de t fois sigma de x, la loi de x, g. Bien. Donc, à nouveau, comme pour le Laplacien pur, je prends une gaussienne G indépendante de X. Si vous vouliez faire une simulation de Monte-Carlo du X qui est au-dessus, vous feriez exactement ça. Vous preniez un pas de temps, vous faites un tirage de l'accroissement du brownien qui est une gaussienne. Donc vous le normalisez par le pas de temps qui est la racine de t, et puis voilà, la racine du pas de temps et pour avoir la bonne variance, et vous feriez ça, ça serait une approximation de Monte-Carlo. Donc je suis simplement en train de faire une approximation très naturelle de la loi. Alors maintenant, faisons un petit calcul, le U de x de t. Donc
Donc c'est un grand U de x. Je fais le développement limité à vue. Hein. Un racine de plus, racine de t. J'écris tout de suite l'espérance de gradient U de x, scalaire, sigma de x, de loi de x, et de g. Plus t fois, eh bien le U seconde de grand X, fois sigma, et je ne réécris pas ce qui est dans sigma, c'est toujours le même, fois sigma g, sigma g. Et ce que je vais pouvoir observer, c'est que comme ceci était fixe mesurable, eh bien tout ceci était fixe mesurable. Et à nouveau, vous pouvez factoriser cette espérance comme étant l'espérance d'un machin en x fois l'espérance de g qui vaut 0. Donc à nouveau, ce que vous avez ici, c'est un truc qui est nul. À nouveau, vous avez l'orthogonalité de l'accroissement et du gradient. À nouveau, vous avez un opérateur qui va pouvoir vu comme un opérateur du premier ordre singulier ou comme un opérateur du second ordre. Exactement le même mécanisme. Donc ça, c'est robuste. Et c'est normal parce que c'est un mouvement géométrique de ligne de niveau. Et donc, vous voyez maintenant quelle est l'équation et il n'y a rien de plus à dire. La seule chose que vous avez à changer, c'est de mettre devant le G les coefficients. C'est absolument pas plus compliqué, vous ne voyez pas la différence et ça marche exactement pareil. Je vais expliquer ça dans un instant. Pourquoi l'unicité, vous ne voyez pas essentiellement aucune difficulté. Donc, le résultat, c'est qu'on a l'équation du sur dt moins 1 demi. Non, le 1 demi, oui, si. Le 1 demi est dans le sigma, sigma. Et quand je fais un développement limité d'ordre 2, c'est pas mal de se souvenir que le terme de dérivée seconde, il y a un 1 demi devant. Alors, du sur dt moins 1 demi de u seconde de x fois sigma g. Alors, je vais bien écrire les sigma de x et de loi de x. G. Et puis la même chose. Donc là, la deuxième fois, je ne le réécris pas, c'est la même chose. Et voilà. Donc voilà l'équation du second ordre linéaire mais géométrique. Ça, c'est aussi une particularité de la dimension infinie, c'est qu'on peut avoir une équation linéaire qui soit géométrique du second ordre, alors que si vous le faites en dimension finie, c'est toujours non linéaire. Mais prenez pas ça si ça vous intéresse, monsieur Rigoni. Non, mais... J'ai rien fait de mal, je suis inquiet de vous voir. Non, c'est bon, tout va bien. Bon, et donc, lorsqu'on en est là, que doit-on dire pour vérifier que ce qu'on a mis en place sur le Laplacien s'étend sans plus de difficulté au cadre qui est ici? C'est de comprendre l'histoire du doublement de variables et de comprendre l'histoire du x moins y carré. Alors, bien. Comment on double les variables là-dessus? Je vous l'explique. Alors, ça, il y a un processus général, mais dans lequel je ne veux pas rentrer parce que justement, on est en dimension infinie. Donc, à nouveau, si je construis le z, c'est-à-dire le u de x et de t moins le v de y et de t, je vais prendre la dérivée seconde en x de z en xy, auquel je vais lui appliquer le sigma de x de loi de x g deux fois. Et là, je vais tout écrire. J'ai bien entendu le moins des deux y, la même expression avec des y partout.
Et je dois compléter par un moins 1 demi de D2XY. Ah, moins 1 demi, oui. Ah. Il faudrait que... Oui, donc je vais garder les moins 1 demi de D2XYZ. Sigma de X, L de X, G. Et là, je mets sigma de Y, L de Y, G. C'est-à-dire, je prends vraiment l'aspect croisé. Et puis, j'inverse X et Y. Je symétrise. Sigma de X, L de X, G. Sigma de Y et de L de Y, G. De toute façon, même si ce n'est pas symétrique en XY, c'est pas grave. Allez, je fais simple. Je ne complique pas la sauce. Ce que je disais auparavant, c'est si c'est une fonction à variable séparée, peu importe ce que je lui injecte derrière, de toute façon, la dérivée mixte est nulle. Donc, j'ai le droit de lui injecter ce que je veux. Et là, maintenant, évidemment, on ne va pas avoir que x moins y à cause de la carré, ce qui est évidemment lié à l'invariance par translation. Que x moins y carré est une solution exacte, mais ce que l'on veut, c'est que ce soit assez proche d'être une solution, dès qu'on a une dépendance en x. Donc on regarde ce que fait x moins y carré sur cet opérateur.